Nous sommes en 1632, au cœur de l'hiver en Europe centrale, et une armée suédoise de 12 000 hommes vient de marcher 650 km depuis la côte baltique jusqu'aux forêts gelées d'Allemagne. Ils n'ont aucune ligne de ravitaillement, aucun dépôt de vivres, aucune caserne chauffée qui les attend. Cette nuit, la température va chuter à -20 degrés. La plupart des armées dans cette situation seraient mortes au lever du jour. Les soldats brûleraient leurs maigres réserves de bois en 2 heures, se blottiraient les uns contre les autres dans l'obscurité, et un par un, ils mourraient de froid. Mais ces soldats suédois avaient un secret. Une seule technique qui permettait à un homme, avec une seule bûche, de créer assez de chaleur et de lumière pour survivre toute la nuit. Pendant que les armées ennemies brûlaient 5 fois plus de bois et mouraient quand même de froid, les soldats suédois restaient au chaud avec une méthode si efficace qu'elle survivrait 400 ans. Et voici la partie la plus étrange. Les campeurs modernes, avec tout leur équipement coûteux et leur bois soigneusement séché, ne peuvent toujours pas égaler ce qu'un soldat du XVIIe siècle pouvait faire avec un seul arbre fraîchement coupé et une hache. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment il faisait. La guerre de 30 ans. Pour comprendre pourquoi cette invention comptait tant, vous devez comprendre la guerre qui l'a créée. La guerre de 30 ans, menée de 1618 à 1648, fut le conflit le plus meurtrier de l'histoire européenne avant la Première Guerre mondiale. Elle tua environ un tiers de la population entière des États allemands. Pas un tiers des soldats, un tiers de tout le monde. Ce qui rendait cette guerre particulièrement brutale était l'absence totale de logistique. Il n'y avait pas de chaîne d'approvisionnement, pas de base militaire avec des repas chauds et des lits confortables. Les armées à cette époque survivaient par ce que les historiens appellent vivre sur le pays, qui est une façon polie de dire qu'elles prenaient tout ce qu'elles trouvaient chez les gens qu'elles rencontraient. Une armée typique avait besoin d'une densité de population d'au moins 35 personnes par kilomètre carré simplement pour se nourrir. Quand les armées passaient 2 fois dans la même région, il ne restait souvent plus rien. Pas de nourriture, pas de bois de chauffage, pas de gens. Maintenant, imaginez que vous êtes un soldat suédois dans ce cauchemar. Vous avez marché pendant des semaines à travers un territoire qui a déjà été pillé par 3 armées différentes avant vous. Les villages sont vides, les forêts ont été coupées pour les feux de camp précédents, et l'hiver arrive. L'armée suédoise a trouvé une solution. Et cela a commencé par repenser complètement le fonctionnement du feu. Le problème avec les feux de camp traditionnels, laissez-moi vous expliquer pourquoi les feux de camp traditionnels sont en réalité terribles pour la survie. Je sais que cela semble étrange. Les humains font des feux de camp depuis des centaines de milliers d'années, mais il y a une différence cruciale entre un feu de camp qui fonctionne quand les conditions sont parfaites et un système de feu qui fonctionne quand votre vie en dépend. Les feux de camp traditionnels ont 5 faiblesses critiques que la plupart des gens ne considèrent jamais. Ils nécessitent un sol sec, car un sol humide où la neige évapore constamment l'humidité dans votre feu, le refroidissant et l'éteignant souvent complètement. Ils consomment des quantités énormes de bois, brûlant environ 30 décimètres cubes toutes les heures, ce qui pour une armée de milliers d'hommes signifie dévaster des forêts entières. Ils prennent aussi une éternité avant d'être utiles pour cuisiner, puisqu'on ne peut pas cuisiner sur des flammes vives et qu'il faut attendre au moins 1 heure pour que des braises se forment. Ils nécessitent une attention constante, car 10 minutes de négligence peuvent signifier un feu mourant. Et peut-être le plus dangereusement, ils se propagent. Les braises volent, les flammes sautent, et dans une forêt, un feu de camp est toujours à un coup de vent d'un désastre. Alors les soldats suédois se sont posé une question simple. Et si nous pouvions construire un feu qui résout tous ces problèmes à la fois, un feu qui pourrait brûler pendant des heures sans surveillance et être prêt pour cuisiner en quelques minutes au lieu d'1 heure? La réponse qu'ils ont trouvée était si simple et si brillante que 400 ans plus tard, les experts en survie la considèrent toujours comme l'une des plus grandes innovations en matière de feu de l'histoire humaine. La torche suédoise révélée, ils l'appelaient la torche suédoise. Et le concept de base est presque stupidement simple. Prenez une seule bûche, placez-la debout, coupez des fentes verticales profondes depuis le haut en s'arrêtant à quelques centimètres du bas et allumez-la par le haut. C'est toute la technique. Mais dans cette simplicité se cache l'un des morceaux d'ingénierie du feu les plus élégants jamais conçus. Voici ce qui se passe quand vous allumez une torche suédoise. Le feu commence au sommet de la bûche, au centre où les coupes se rejoignent. Quand les flammes grandissent, elles chauffent l'air directement au-dessus d'elles, et comme l'air chaud est moins dense que l'air froid, il s'élève. C'est de la physique de base. Mais voici où réside le génie. Quand cet air chaud s'élève du sommet de la bûche, il crée une zone de basse pression au fond de ces coupes. L'air froid, riche en oxygène, est aspiré pour remplir ce vide, alimente le feu, se réchauffe, s'élève et attire plus d'air frais. La bûche devient sa propre chambre de combustion parfaitement conçue, un cycle autosuffisant qui ne nécessite aucune intervention. Les températures que cela crée sont extraordinaires.
Le centre incandescent d'une torche suédoise atteint entre 1000 et 1200 degrés Celsius. Pour mettre cela en perspective, c'est plus chaud que la flamme d'un chalumeau au propanède standard. À partir d'une seule bûche, sans carburant et sans accélérateur. Juste du bois et de la physique. Pourquoi c'est mieux que les méthodes modernes? Maintenant, laissez-moi vous montrer exactement à quel point c'est meilleur que les méthodes modernes de feu de camp. Et je veux être précis ici, car ce n'est pas de la nostalgie ou une romantisation du passé, c'est une supériorité mesurable et documentée. Considérez d'abord l'efficacité du combustible. Un feu de camp traditionnel brûle environ 30 décimètres cubes de bois par heure, donc pour un feu de 5 heures, vous avez besoin de 150 décimètres cubes de bois. Une torche suédoise de la même taille brûle pendant 2 à 5 heures avec une seule bûche, représentant une économie de combustible d'environ 80%. Ensuite, il y a le temps de cuisson. Avec un feu de camp traditionnel, vous devez attendre 60 à 90 minutes pour obtenir des braises utilisables. Une torche suédoise est prête pour cuisiner en 15 à 20 minutes car la flamme est concentrée et directionnelle plutôt que sauvage et dispersée. Le sommet plat d'une bûche debout devient une surface de cuisson parfaite où vous pouvez placer une poêle en fonte directement, sans grille ni trépied nécessaire. Les conditions du sol comptent aussi. Un feu de camp traditionnel a besoin d'un sol sec car un sol humide ou la neige aspire constamment la chaleur par conduction et évaporation. Une torche suédoise se tient au-dessus du sol avec le feu brûlant à l'intérieur de la bûche, protégée de l'humidité en dessous. Les soldats suédois faisaient des feux en pleine tempête de neige, sur un sol gelé, sur des champs de bataille boueux. Les campeurs modernes annulent leur sortie s'il a plu la veille. Mais les avantages vont au-delà de la simple efficacité. Les soldats suédois ont rapidement découvert que cette seule invention pouvait résoudre plusieurs problèmes à la fois. La flamme haute et verticale faisait un excellent feu de signalisation, visible de grandes distances dans le terrain plat européen. Le matin, ils pouvaient placer un récipient de neige sur le sommet plat et avoir de l'eau potable en quelques minutes, quelque chose qui prendrait bien plus longtemps avec un feu de camp éparpillé. Et parce que le feu était contenu et élevé, ils pouvaient distribuer plusieurs petites torches autour d'un camp, plutôt que de rassembler tout le monde autour d'un seul grand feu, donnant aux commandants un meilleur contrôle sur leurs hommes et réduisant le risque catastrophique qu'un feu s'éteigne et laisse une unité entière dans le froid. Pensez-y un instant. Il y a 400 ans, des soldats avec des haches et des outils de base pouvaient faire du feu dans des conditions qui défient les campeurs modernes avec leurs allumettes imperméables et leurs allumes-feu à base de pétrole. Nous n'avons pas progressé. Nous avons oublié la science en profondeur. Pour ceux d'entre vous qui veulent comprendre l'ingénierie à un niveau plus profond, laissez-moi expliquer exactement pourquoi cette conception fonctionne si bien. Le principe s'appelle l'effet de cheminée. En termes de physique, c'est le mouvement de l'air entrant et sortant de structures en raison de la flottabilité qui se produit à cause des différences de température entre l'air intérieur et extérieur. La formule est simple. Plus grande différence de température plus grande hauteur égale effet plus fort. À l'intérieur d'une torche suédoise, la différence de température entre le centre brûlant à plus de 1000 degrés et l'air extérieur est énorme. La hauteur de la bûche, généralement 50 à 150 cm, fournit assez de distance verticale pour qu'un courant d'air puissant se développe. Le résultat est un cycle de combustion autosuffisant, où le feu chauffe l'air chaud s'élève, l'air montant crée une basse pression, la basse pression attire de l'oxygène frais, et l'oxygène frais alimente le feu. C'est le même principe qui fait fonctionner les hauts fourneaux industriels, le même principe qui ventilait les mines avant que les ventilateurs électriques n'existent, le même principe que les architectes utilisent aujourd'hui pour concevoir des bâtiments naturellement ventilés. Les soldats suédois l'ont découvert il y a 400 ans, probablement sans comprendre la physique du tout, ils savaient juste que ça marchait. Il y a une autre technique de feu historique que les survivalistes comparent souvent à la torche suédoise, le trou de feu Dakota. Les deux utilisent la même physique de base du flux d'air contrôlé pour créer une combustion efficace. Mais il y a une différence cruciale. Le trou de feu Dakota nécessite de creuser 2 trous connectés dans le sol, ce qui signifie que vous avez besoin d'un sol sec et excavable. Dans un sol gelé, un terrain rocheux ou des conditions marécageuses, ça ne fonctionne tout simplement pas. La torche suédoise ne nécessite rien d'autre qu'une seule bûche et quelque chose pour la couper. Elle fonctionne sur la neige, sur la roche, sur la boue, partout où vous pouvez tenir une bûche debout. Cette portabilité et cette adaptabilité expliquent pourquoi la torche suédoise s'est répandue à travers les cultures alors que le trou de feu Dakota est resté une technique régionale. Il y a une raison pour laquelle l'armée suédoise sous le roi Gustave Adolphe était considérée comme la force combattante la plus efficace d'Europe. Ils n'innovaient pas seulement dans les armes et les tactiques, ils innovaient dans la survie,
car une armée qui ne peut pas garder ses soldats en vie entre les batailles a déjà perdu. Variante régionale, la torche suédoise n'est pas restée suédoise longtemps. Alors que la technique se répandait à travers l'Europe et finalement le monde, différentes cultures l'ont adaptée à leurs conditions et matériaux locaux, et ces variations nous disent quelque chose d'important sur la façon dont les bonnes idées évoluent. En Finlande, ils l'appellent la bougie du bûcheron. Les bûcherons finlandais travaillant dans le Grand Nord, à des températures qui tueraient une personne non préparée en quelques heures, utilisaient cette technique quotidiennement. Ce qui est intéressant avec la version finlandaise, c'est que dans l'environnement arctique sec, le bois mort debout contient très peu d'humidité. Les bûcherons finlandais skiaient simplement jusqu'à un arbre mort, le coupaient à la longueur voulue, le fendaient et avaient un feu fonctionnel en quelques minutes. Le climat faisait le travail de séchage pour eux. Le musée forestier finlandais Lusto affirme en fait que les Finlandais ont inventé cette technique en premier, avant que les Suédois ne l'adoptent. Qui était le premier? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais les deux cultures ont reconnu le génie quand elles l'ont vu. En Russie et en Sibérie, ils l'appellent la torche d'arbre russe ou la torche d'arbre sibérienne. L'adaptation russe a ajouté quelque chose d'intelligent, l'écorce de bouleau. Parce que l'écorce de bouleau est imperméable et extrêmement inflammable. Les versions russes l'enroulent souvent autour de l'extérieur ou la fourrent dans les coupes comme allume-feu, rendant l'allumage presque infaillible même dans les conditions humides de la taïga sibérienne. En Amérique du Nord aujourd'hui, vous l'entendrez appeler la bougie canadienne. Les enthousiastes américains et canadiens du bushcraft ont adopté la technique entièrement. Bien qu'il soit intéressant de noter que la version nord-américaine est généralement plus petite, 30 à 50 cm de haut au lieu de jusqu'à 150. La raison est la portabilité. Les aventuriers modernes veulent quelque chose qu'ils peuvent transporter dans un sac à dos, tandis que les soldats suédois qui ont inventé cette technique les fabriquaient fraîchement à partir de n'importe quels arbres qu'ils pouvaient trouver. Besoins différents, adaptations différentes. Voici une ironie qui mérite d'être notée. Depuis les années 2010, des versions commerciales de la torche suédoise sont devenues largement disponibles en Europe et aux États-Unis. Vous pouvez maintenant acheter des bûches précoupées, séchées au four, faites d'aulne ou de hêtre, emballées dans du plastique et vendues dans les magasins de bricolage et les fournisseurs de camping. Une technique inventée par des soldats désespérés qui devaient improviser avec n'importe quel bois vert qu'ils pouvaient trouver est devenue un produit de commodité. La même civilisation qui a oublié comment faire du feu efficacement a maintenant trouvé comment nous revendre la solution dans un emballage sous film plastique. Comment en fabriquer une? Laissez-moi vous montrer exactement comment fabriquer une torche suédoise. Il existe en fait plusieurs méthodes selon les outils dont vous disposez. La méthode moderne à la tronçonneuse est la plus facile si vous avez l'équipement. Sélectionnez une bûche idéalement de 30 à 60 cm de diamètre et de 50 à 150 cm de haut, avec les deux extrémités coupées à plat pour qu'elles puissent tenir debout. En utilisant une tronçonneuse, faites 2 coupes perpendiculaires depuis le haut formant un motif en X ou 3 coupes formant une étoile à 6 branches pour les bûches plus grandes. Le point critique est d'arrêter vos coupes environ 6 à 8 cm du bas, car si vous coupez complètement, la bûche tombera en morceaux. Ajoutez votre amadou au centre du haut, que ce soit de l'écorce sèche, des copeaux de bois ou du papier, allumez-le et laissez la physique faire le reste. La méthode primitive est ce que les soldats suédois originaux auraient fait, et elle ne nécessite aucun outil électrique. Fendez votre bûche en 4 quartiers en utilisant une hache et une technique de bâtonnage, retirez du matériau de l'intérieur de chaque quartier pour créer une cheminée centrale, puis attachez les quartiers ensemble avec de la corde, de la ficelle ou du fil métallique tout en laissant de petits espaces pour le flux d'air. Allumez par le haut. Cette méthode prend plus de temps et de compétences, mais elle prouve quelque chose d'important, vous n'avez pas besoin d'outils modernes pour que cela fonctionne. Vous n'avez besoin de rien qu'un soldat du XVIIe siècle n'aurait pas eu. La méthode du fagot fonctionne quand vous n'avez pas une seule bûche assez grande. Rassemblez 3 ou 4 bûches droites de longueur similaire, environ l'épaisseur d'un bras, et attachez-les ensemble en fagot debout. Les espaces entre les bûches fonctionnent exactement comme les coupes dans une seule bûche, permettant à l'air de circuler pendant que le feu brûle vers le bas et que l'effet cheminée prend le relais. C'est la méthode que vous utilisez quand vous êtes vraiment désespéré, quand vous n'avez rien d'autre que du petit bois et de la corde. Et ça marche quand même. Choisir le bon bois. Tous les bois ne se valent pas pour cette technique. Et comprendre quel bois utiliser pour quel usage fera la différence entre un bon feu et un excellent feu. Pour la chaleur et la lumière, vous voulez des bois tendres comme le pin, l'épicéa, le sapin et le cèdre. Ces bois résineux s'enflamment facilement et brûlent vivement car les huiles naturelles et la sève agissent presque comme des allumes-feu intégrés. L'inconvénient est qu'ils brûlent plus vite et produisent plus de fumée. Pour cuisiner, vous voulez des bois durs comme le chêne, le hêtre, l'érable, le frêne, le pommier et le cerisier.
Les bois durs brûlent plus lentement et régulièrement, produisant moins de fumée et moins de suie, ce qui compte quand vous cuisinez de la nourriture directement sur les flammes. Le bois de cerisier et de pommier ajoute en fait une saveur agréable à la viande. Les soldats médiévaux ne se souciaient probablement pas des saveurs gastronomiques, mais les cuisiniers bushcraft modernes, certainement oui. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La torche suédoise fonctionne avec du bois vert, du bois fraîchement coupé et non séché qui serait presque impossible à brûler dans un feu de camp traditionnel. La raison est que les températures au centre d'une torche suédoise sont si extrêmes, plus de 1000 degrés Celsius, qu'elles peuvent chasser l'humidité du bois vert assez rapidement pour maintenir le feu. C'était crucial pour les soldats suédois originaux, qui ne pouvaient pas transporter de bois séché à travers des centaines de kilomètres de territoire ennemi. Ils devaient utiliser n'importe quels arbres qu'ils pouvaient couper ce jour-là, et la torche suédoise rendait cela possible. Pourquoi nous avons oublié? Alors voici la question que je pose toujours quand je découvre quelque chose comme ça. Si la torche suédoise est si supérieure, pourquoi n'est-ce pas la méthode standard que tout le monde utilise? Pourquoi avons-nous oublié? La réponse, je pense, est l'industrialisation. Quand vous pouvez acheter un réchaud à gaz portable pour 20 euros, pourquoi apprendre à fendre des bûches? Quand les allumes-feu viennent dans un emballage imperméable, pourquoi comprendre la physique de la combustion? Quand vous pouvez conduire jusqu'à un camping avec une voiture pleine de bois parfaitement séché et précoupé, pourquoi développer les compétences pour faire du feu à partir d'une seule bûche verte? Nous avons échangé la connaissance contre la commodité et pour 99% de la vie moderne, cet échange fonctionne bien. Mais pour ce 1% restant, quand le courant est coupé, quand la voiture tombe en panne, quand vous êtes vraiment perdu et vraiment gelé et vraiment en train de lutter pour survivre, c'est là que l'ancienne connaissance devient inestimable. Et pourtant, tout le monde n'a pas oublié. En Scandinavie et dans certaines parties de l'Europe du Nord, les travailleurs forestiers utilisent encore la torche suédoise quotidiennement. Les bûcherons travaillant dans des zones reculées, loin de toute route ou abri, les fabriquent pendant les pauses de midi pour réchauffer leurs mains et chauffer leur nourriture. Pour ces travailleurs, la technique n'est jamais devenue obsolète car leurs conditions de travail n'ont jamais changé. Ils font toujours face aux mêmes problèmes que les soldats suédois affrontaient il y a 400 ans. Le froid, l'isolement et le besoin d'un feu efficace avec un minimum de ressources. La connaissance a survécu là où elle était encore nécessaire. Vous vous souvenez de ces soldats suédois au début de cette vidéo? 12 000 hommes, à 650 km de chez eux, au milieu de la guerre la plus meurtrière que l'Europe ait jamais connue, ils ont survécu parce qu'ils savaient quelque chose que nous avons oublié, que le feu ne consiste pas seulement à avoir des allumettes. Le feu consiste à comprendre comment fonctionne la combustion, comment la chaleur se déplace, comment transformer un seul morceau de bois en heure de chaleur. La torche suédoise a 400 ans. Elle a été inventée par des soldats qui n'avaient aucune éducation formelle en physique ou en ingénierie, qui l'ont découverte par nécessité, essai et erreur, et le besoin absolu de survivre. Et pourtant, cette technique surpasse la plupart des méthodes modernes de fabrication de feu dans presque tous les aspects mesurables. La prochaine fois que vous aurez du mal à maintenir un feu de camp, souvenez-vous de ceci. Les soldats suédois en 1632 n'avaient pas d'allumettes imperméables, ni d'allume-feu au pétrole, ni de tutoriel sur Internet. Ils avaient des haches, des arbres, et la connaissance de comment les utiliser. Peut-être que c'est tout ce dont nous avons vraiment besoin. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, pensez à vous abonner. J'explore des techniques oubliées comme celle-ci chaque semaine, montrant comment les gens du Moyen Âge résolvaient des problèmes avec lesquels nous luttons encore aujourd'hui. Et si vous voulez voir plus de contenu sur les techniques historiques de fabrication de feu, faites-le moi savoir dans les commentaires. À la prochaine fois.